Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dit ça, il ne faut pas que j'oublie mon ADN. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit chat des familles et un petit chat qui sera lié à l'actualité pour une fois. Donc, c'est un one-shot. Moi, je n'ai pas habitude de traiter de l'actualité vraiment chaude dans ce podcast parce que je pense tout simplement aux gens qui vont écouter la chose dans 6 mois, voire 1 an. Parfois, se retrouver face à une actualité vieille de plusieurs mois, ce n'est pas tout à fait agréable. Cependant, j'étais obligé de prendre la parole aujourd'hui car il y a une bonne dose de sel sur mon hobby, du gros sel de Guérande, du gros sel en grains, du gros sel. Donc, on est assez coutumier de voir la communauté râler sans arrêt, et parfois dans des proportions assez démesurées. Donc, jusqu'à maintenant, honnêtement, j'ai été assez conciliant sur ce qu'a pu être la V10 durant cette première année écoulée. Les erreurs, il y en a eu, mais honnêtement, je les pardonne volontiers par rapport au travail de l'éditeur, par rapport à la saveur de jeu qu'on a tous connue vraiment avec cette sortie de la V10 qui s'est faite un peu dans une espèce d'enthousiasme général. Plus d'1 an après, on note un peu partout sur les Discord, sur les forums, un certain ras-le-bol, un certain désintérêt pour le jeu. Pourquoi ? Donc déjà, on a fait une émission, elle aussi assez liée à l'actualité dernièrement, où nous parlions de Nexus Paria, de la grosse modification de règles et blablabla, des facs de mise à jour, tout ça. Bon, j'ai été assez conciliant en la matière. Effectivement, c'était un gros pavé dans la mare. J'ai plutôt encouragé la communauté à accepter tout ceci et tout simplement à faire le job un peu plus, de se mettre à jour, de faire ce petit travail de quelques heures qui consiste à se mettre à jour. Très bien, bon, tout va bien. À peine cette mise à jour sortie, ils nous ont déjà fait une putain de fac, mais stop les mecs. Là, honnêtement, j'ai été conciliant, mais ne poussez pas, quoi. Donc, on a eu, par exemple, une modification des règles des pivots de véhicules. Donc, voilà. Le sens global de tout ça, c'est que ça avantageait un petit peu les véhicules anti-graves. Et quoi de plus normal pour un véhicule anti-grave d'être plus maniable, plus rapide qu'un énorme tank avec des chenilles, qui traverse des gravats et qui est plus compliqué à manœuvrer. Bah non, ils sont déjà revenus là-dessus. Donc désormais, quand tu as un impulsor ou un répulsor, ton mouvement de pivot, tu vas le faire aussi. Bon, putain, c'est fatigant, quoi. Vous sortez un truc qui a du sens, vous sortez un truc qu'apparemment vous avez mûrement réfléchi, et 2 semaines après, vous y renoncez déjà. Oh, c'est chiant. Là, c'est vraiment chiant, en fait. C'est vraiment chiant. On vient de faire le boulot, quoi. On vient de faire le boulot. Attendez un petit peu avant de remettre le couvert. Donc bon, déjà, ce simple état de fait, donc que j'ai défendu la dernière fois en encourageant les gens à faire ce petit travail. Mais ne poussez pas, les gars, parce que ça va faire comme en V9. Vous allez perdre toute la sphère casu. Donc j'ai déjà bien du mal à la maintenir on va dire, sur le qui-vive, cette petite commu rurale, casual, etc. Mais putain, ne poussez pas le bouchon, parce que là ça va aller de pis en pis, vraiment. Attendez, vraiment, attendez. Là, après 1 an, vous bousculez toutes les règles. Si vos mises à jour extrêmement travaillées, etc., c'est pour revenir dessus dès le lendemain, ça va pas aller du tout. Les gens ne vont pas suivre. Là, c'est mort, quoi. Bref, putain, soyez vigilants, les éditeurs de jeux, là, voilà, ne faites pas la même connerie qu'en V9. Vraiment pitié, ne refaites pas ça, quoi. Nous sommes dans la V10. Tout le monde, pour cette V10, attendait quelque chose d'exceptionnel, tu vois. C'est au-delà d'un 10e anniversaire, c'est la 10e édition du jeu. Se merder n'est pas une
options. Et donc, du point de vue des règles, le jeu est tout aussi compliqué, mais néanmoins, franchement, le jeu est bien fait à l'heure actuelle, hein. Ce serait vraiment une bêtise de dire le contraire. Tant et si bien que la France est championne du monde du WTC. Vous imaginez le truc? Donc, naturellement, là, on est bien, bien loin des petites sphères de jeu rurales et conviviales comme je les défends. Mais saluons néanmoins notre équipe française qui a accompli un boulot de fou. À mon avis, là, pour ces gars-là, ça a dû être une aventure humaine au-delà de tout soupçon. Donc je leur passe un gros kikou, même si nous ne jouons pas de la même manière. Donc faites gaffe à vous, les gars, le jeu ultra compétitif, ne faites pas ça chez vous. Voilà, néanmoins, on peut largement saluer et féliciter tous ces petits mecs vaillants. Bah, bref, fin de la parenthèse. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, la V10 est en train de subir un certain désamour? Eh ben, on va parler figurines, les gars. On va parler figurines et de ce point de vue, quelque chose ne va pas. Donc, revenons un peu sur Léviathan. Donc, Léviathan, avec la sortie de sa boîte de base, naturellement, c'était la grosse vague de nouveautés, tant du côté SM que du côté Tyrannide. Tout le monde s'est félicité de ces nouveautés. Tout était de bon goût. Du côté SM, on est resté sur une nouvelle gamme de figurines finalement assez sage, hein, parce que c'était quoi? Une nouvelle version du Dreadnought, des Stand Guard vétérans, des intercessors à Jump Pack. Tout ceci était très sage. Donc les nouveaux Terminators, évidemment, qui sont excellents. Bref, c'était des nouveautés très sages. Du côté des Tyrannides, là, par contre, ça a été une véritable révolution et tout le monde a salué largement le travail qui a été fait sur ces figurines. Depuis, eh bien, depuis, plus rien, voire pas grand-chose, voire, eh bien, du pas beau du tout. On a eu de la figue moche. Et là, on peut parler d'une exception, par rapport au travail de Game Workshop. Faire des figues moches, c'est vraiment la dernière des choses que l'on attend d'eux, parce que tout simplement, ça arrive extrêmement rarement. J'ai souvenir parfois de certains âges sombres, par exemple, de mémoire Warhammer Battle, autour de sa V5, V6, il me semble, on a eu toute une ribambelle de figues moches. J'ai souvenir du jeune brother Maxou qui, du haut peut-être d'une vingtaine d'années, avait bien failli faire une crise cardiaque en voyant des nouveautés hommes-lézards. Des Croxigore avaient des espèces de têtes de grenouilles avec des dents qui dépassaient. Waouh! Tout ceci était extrêmement laid. J'ai vraiment tourné de l'œil à l'époque en voyant ces nouveautés. Et dans Warhammer Battle, il y a eu une espèce de d'âge sombre de la figue moche. Idem, j'ai souvenir de quelques elfes noirs qui étaient vraiment tout vilains. Eh bien, il semblerait que nous traversions une de ces périodes sombres concernant Warhammer 40 000. Faisons un peu la rétrospective des petites nouveautés. Une des premières petites vagues de nouveautés, ça a été les Dark Angels. Donc, peu de nouveautés, à vrai dire, mais par contre, tout était excellent, que ce soit les Deathwing Knights ou les Compagnons ou tous les nouveaux QG. Franchement, même si la vague de sortie était relativement timide, avec cette absence totale de la Ravenwing et des Terminators Deathwing qui en étaient réduits à une petite grappe d'amélioration, tout était quand même très beau, on va pas se mentir. Ça pouvait être décevant par rapport au volume, mais en tout cas, ce que nous l'avions bel et bien. Ces figurines étaient magnifiques. Ensuite, on a eu un Sniper Mechanicum sur des échasses, avec une espèce de tuyau qui lui sort du cul. Bon, ça a été accueilli sans surprise par une tempête de mèmes et de lol. Bon, passons, petite faute de goût. La suite, une espèce de capitaine custodes, court sur pattes, tout pâteau, avec une pose se voulant dynamique, mais au final complètement ratée. Même scénario, tempête de mèmes, des lol, des blagues. Voilà, la commu s'en donne à cœur joie. Nous en sommes quand même à 2 sorties, parce que là, on parle de sortie unique, hein. Ok, il y a un nouveau codex. Tiens, déjà, le codex est pas bon, et on te sort une nouvelle figurine de QG très discutable, dirons-nous. Et il y a peu, là,
l'inquiétude a commencé à grandir avec la sortie de l'inquisiteur côté Az. Alors là, quand je parlais de l'obligation de ne pas merder pour une V10, alors là, pour merder, ils ont merdé. La figurine de l'inquisiteur côté Az, rien ne va. L'armure est dégueulasse, on dirait un Stormcast datant de la V1, avec tous les défauts qu'ont pu connaître les Stormcast de la V1, qui étaient unanimement détestés. Rien ne va. La pose est balourde, l'armure est trop grosse, les proportions sont pourries. Il n'y a rien dans cette figurine, il n'y a rien d'épique, il n'y a rien de glorieux. Là où on avait un superbe aigle bicéphale posé sur l'avant-bras, maintenant on a une espèce de pigeon bourré qui prend appui sur un pic rocheux. Euh, donc là, j'ai parlé de tempête de mèmes. Là, ça a été un ouragan de mèmes. Ok, 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 ok. Bon, faute de goût, incroyable. Autant jouer l'ancienne figurine qui était autrement bien plus stylée. Mais bon, on a quand même eu du mal à croire à ce qu'un personnage aussi emblématique de 40K, vraiment, là, si on revient à l'époque des codex chasseurs de démons, de sorcières, etc., l'inquisiteur côté As, c'était un gros morceau de lore et un gros morceau de figurine. Et je pense que tous les joueurs de cette période du jeu ont un souvenir ému de ces codex là, chasseurs des démons, sorcières, etc. Ça s'inscrivait dans la continuation du Grimdark et finalement dans l'étoffement de l'univers qui avait été posé avec la version 3 du jeu. Vraiment, le côté Inquisition, dégueulasserie, Grimdark, etc. Dans la droite lignée également d'Inquisitor, cette période-là était assez bénie et l'inquisiteur côté Az avait fédéré des millions de cœurs autour de lui. Pouce bleu, pouce bleu pour l'inquisiteur côté Az. Ils l'ont complètement foiré. Bref, on va pas débattre là-dessus éternellement. Rien ne fonctionne dans cette figue. Elle est tout simplement moche. Et des figues moches, c'est toujours une surprise d'assister à ça. Bref, la suite, c'est les Blood Angels. Bon, là, tu vois, je fais craquer mon cou, là, façon Ken le survivant. Allez, ça va chier. Ça va chier. Restons calmes. Pour la sortie de ces Blood Angels, clairement, je ne m'attendais pas à une révolution. Je m'attendais tout simplement à quelque chose qui s'inscrivait dans la lignée des Dark Angels. Donc je m'attendais à quoi? Je m'attendais à, par exemple, une compagnie de la mort qui ne connaîtrait pas un kit dédié, mais plutôt une grappe d'amélioration, comme ils l'ont fait pour les Terminators Deathwing. Donc je m'attendais à ça, je m'attendais à une grosse grappe d'amélioration pour la Compagnie de la Mort, avec toutes les options d'armement disponibles. Je m'attendais éventuellement à un Dreadnought Furioso, et naturellement à tous les nouveaux QG qui s'incarneraient dans des nouvelles figues super stylées comme Belial, Azrael, Asmodai et tout. Bon, voilà. Je m'attendais également à la refonte de la garde sanguinienne qui là, on s'attendait à quelque chose de glorieux. En compagnie du Sanguinor, on pouvait fantasmer sur des poses ultra dynamiques de grands anges flottant dans le ciel avec un talent de mise en scène et un détail de sculpture tel que ça nous est proposé dans AOS en ce moment. Bref, faisons le déroulé. La première nouveauté, elle a surgi quand j'étais en vacances, peinard sur les bords de la Loire. C'était la nouvelle boîte Compagnie de la Mort. Du moins, elle nous est présentée comme telle. Cette nouvelle boîte Compagnie de la Mort nous propose 2 QG. Alors déjà, on a un Lemartes. Lemartes, il est plutôt énervé. Sa nouvelle armure MKX lui va à ravir. Il a une gueule de crâne hurlant. Franchement, Lemartes, il est très cool. Sans réinventer la poudre, la figurine est largement à la hauteur de l'aura du personnage. Ensuite, on en vient à Astorath. Oh. Premier visuel, alors là, d'office, quelque chose ne va pas. Ce premier contact visuel, j'ai eu
une espèce de répulsion naturelle. À ma grande surprise, pas grand monde ne partage ce ressenti par rapport à moi, ce que j'ai un peu vécu, entre guillemets. Cet Astorate, eh bien, je le trouve dégueulasse. Ça ne fonctionne pas du tout. Déjà, cette tronche un peu de grand chevelu de chanteur de death metal, tout énervé, a fait place à une espèce de masque de cire façon musée Grévin, mais qui, à mon sens, ne fonctionne pas du tout. Il y a quelque chose qui va pas du tout dans ce visage. Déjà, bah, le fait de mettre un masque, naturellement, ça vous prive de tout un tas d'émotions. Pourquoi ne pas avoir bêtement refait en mieux un bon vieux visage hurlant, voilà, de chanteur de black metal? Il était absolument parfait, l'ancien visage. Donc, ce masque de cire, déjà, très bizarre. Et ensuite, l'anatomie, quoi, la pose. Les mecs, levez une hache au-dessus de votre tête, demandez à votre copine de vous prendre en photo. À aucun moment, votre putain d'épaule n'est complètement retournée à 180 degrés. Ça va pas du tout. Le mec, il a une épaulière là, mais elle est complètement retournée. Mais putain, ça va pas du tout. L'anatomie ne va pas du tout. Le mec a une pose complètement tordue. L'épaule est à la fois trop mise en avant et beaucoup trop retournée. Franchement, faites le test, mettez une épaulière ou même un tupperware sur votre épaule, le levez une hache au-dessus de votre tête, mais ça fait pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette connerie? Alors, l'armure en elle-même est plutôt jolie, mais même en termes d'anatomie, regardez finalement, là on est sur une texture d'armure qui rappelle en fait les fibres musculaires. Ces fibres musculaires ne sont pas bien placées. Que ce soit le pectoral ou l'abdominal, ou même la portion claviculaire du pectoral lorsqu'on lève un objet lourd, ça ne va pas. Donc là, moi, à ce titre, excusez-moi, hein, je suis un peu un nazi du schéma anatomique. J'adore ça. Moi, je me suis nourri de dessins d'anatomie pendant des années. Là, clairement, au premier coup d'œil, ça ne fonctionne pas. Lever un objet lourd, ça ne fonctionne pas comme ça. Idem, un peu pose un peu déceptive parce que elle est strictement identique à l'ancienne, mais sans le moindre effort. Ses ailes, finalement, ses grandes ailes dans son dos, elles sont complètement figées, alors qu'on aurait pu imaginer quelque chose d'un peu ondulant, voilà, avec de l'air qui passe par en dessous des ailes. Là, c'est juste un grand éventail tout figé. Dommage, en fait, quoi. Dommage, ça méritait tellement mieux en matière de pose. Donc moi, déjà, cet Astorate, clairement, c'est déplacé dans la corbeille. Je vais sans doute réutiliser le corps, je pense, pour faire autre chose, une pose qui sera un peu plus statique, hein, c'est-à-dire qui ne va pas lever d'objets lourds dans les cieux, ça lui ira bien mieux. Donc pourquoi pas se faire un petit Smash Captain ou tout simplement un chaplain plus générique sur cette base-là. Bref, deux QG, un que j'adore, un que je déteste. Bon, voilà, c'est mitigé. Et concernant le reste de la boîte, alors on se dit, ouais, la Black Rage et tout, la compagnie de la mort, on va pouvoir se construire un truc de fou. Bah non, bah non les mecs. Là, vous avez 10 assauts intercessors, vous avez 10 intercessors à jump pack et un Dreadnought Brutalis. Il n'y a absolument rien pour les personnaliser. Vous avez droit à une petite grappe de merde avec 2-3 épaulettes, une épée énergétique, bref, des trucs finalement assez hors sujet par rapport au contenu de la boîte. Votre compagnie de la mort, il n'y a rien pour l'équiper. Depuis, on va dire, l'ère du Wargear gratos, la compagnie de la mort est une unité assez chère en points. Donc moi, historiquement, j'ai toujours joué ma compagnie de la mort de la même manière. Je l'ai toujours vue comme une unité qu'on jetait sur l'ennemi pour mourir, tout simplement. Et donc, ces gars, je les ai toujours équipés avec de bêtes épées tronçonneuses et des petits pistolets bolteurs. Disons que je vois moyen, finalement, le chapitre confier des armes puissantes, des armes chères et des armes reliques à une compagnie de la mort. Cependant, eh bien, depuis l'ère du Wargear gratos, le coût en points de cette unité reflète quelque part l'équipement le plus puissant à laquelle elle a accès. Et donc, au prix qu'elle nous est proposé, jouer notre compagnie de la mort en mode saturation, c'est-à-dire épée, pistolet, bolter,
Bah, c'est pas trop possible, c'est beaucoup trop cher et cette unité équipée de cette manière, elle n'aura pas plus d'impact finalement que de bêtes assauts intercesseurs équipés de la même manière. Donc finalement, on se met à les équiper avec du gros, avec des gantelets, des pistolets infernaux, éventuellement des marteaux, des enflammeurs par exemple, et ça peut être très sympa aussi. Mais en gros, on est obligé de les jouer comme ça, sinon le coup en point n'est absolument pas adapté. Donc ce qui rend l'unité complètement redoutable à l'heure actuelle en termes de règles. Donc on se dit, bah ok, maintenant on va les jouer comme ça. Eh bien dans cette boîte, absolument rien ne vous permet de la jouer comme ça. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul gantelet énergétique, il n'y a pas un pistolet inferno, et pire, vous n'avez même pas droit à quelques petits ornements avec la fameuse croix ou tout simplement avec des crânes ou avec n'importe quel apparat morbide qui est censé être celui de la compagnie de la mort. Il n'y a rien. Vous avez tout simplement des intercessors, volants ou pas, que vous allez peindre en noir sans la moindre option d'équipement. Bon, putain, les mecs, vous auriez pu faire un effort. Enfin, en gros, cet effort, vous l'avez quand même fait pour la Deathwing. Voilà, la Deathwing, elle a accès à quelques équipements supplémentaires. Et bien voilà, vous avez sorti une grappe qui nous permettait de l'équiper de telle manière, avec un lance-plasma lourd, par exemple. Mais là, on n'a rien en fait. On n'a même pas de quoi changer un petit flingue. On n'a même pas de quoi mettre la moindre arme spéciale. Donc, ça rime à rien quelque part. Donc que ce soit les intercessors volants ou à pied, eh bien, cette boîte vous permet juste de les équiper de la manière la plus basique possible. Et idem, ce petit Dreadnought Brutalis, il n'y a rien finalement pour en faire un vrai Dreadnought de la compagnie de la mort. En gros, la personnalisation et l'accessoirisation sont complètement absentes de cette boîte, alors que c'est là où exactement on attendait Game Workshop. On attendait de Game Workshop qui nous offre, voilà, les deux petites grappes de bonne facture pour pimper un peu tout ça. Eh bien non, il n'y a absolument rien. Et donc, en même temps que j'ai vu la nouveauté de cette boîte, il y a un éditeur dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Grey Tide Studio qui justement avait fait un très bon boulot sur la gamme Dark Angel en vous proposant plein d'accessoires différents de manière à complètement les pimper. Ils ont fait un travail exceptionnel. Donc à l'époque, je vous avais dit, n'hésitez pas à foncer là-dessus. C'est le moyen le plus simple et pas très cher pour personnaliser vos petites nouveautés Dark Angel qui manquent un peu de saveur. Et bien là, c'est le même, mais en beaucoup plus gros. Grey Tide Studio, ces dernières semaines, nous tease au fur et à mesure des révélations toute une gamme, mais vraiment monstrueuse, de Kit Bash Blood Angel. Alors, il y a absolument tout. Il y a des jetpacks avec des ailes, il y a des griffes, il y a des points énergétiques, il y a des tablards, il y a des accessoires pour tous les types de figurines. Terminator, Gravis, même quelques trucs Phobos, vétéran, Assaut Intercessor Agent Pack, il y a plein de têtes, il y a plein d'épaules, il y a toutes les options d'armement du monde, dont évidemment les iconiques pistolets Inferno. Bref, en fait, Grey Tide Studio fait tout le boulot que Game Workshop a apparemment refusé de faire. Là, en fait, je peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce qu'il existe un accord tacite entre ces deux firmes? Franchement, les sorties sont révélées en même temps et quelque part, la synergie entre les révélations de Grey Tide et de Game Workshop fait absolument sens. On croirait quelque part qu'ils se sont mis d'accord pour faire une telle chose. Et quelque part, de mon point de vue, ça fonctionne parce que cette nouvelle boîte, même si elle est cruellement pauvre en termes de pimp Blood Angel, eh bien en fait, je vais quand même la prendre parce que naturellement, c'est un matériau de base idéal pour utiliser les bits que vont nous sortir Grey Tide Studio. Donc alors, on était finalement en droit d'espérer que dans une boîte Compagnie de la Mort, on puisse se construire une véritable Compagnie de la Mort.
Donc, c'est pas le cas. Il faut acheter d'une part la boîte et ensuite rajouter un gros billet pour faire imprimer tous les bits. Mais néanmoins, le résultat sera là. Et bon, voilà, cette boîte, évidemment, il y a le codex dedans et tout. Bon, je vais la vouloir quand même, quoi. Ne serait-ce que pour avoir un gros matériau de départ à kit bash et voilà le petit lait Martès et cet Astorate tout pourri que je vais également tronçonner joyeusement. Bref, finalement, une première sortie assez étrange, où il y a vraiment un gros trou, hein. Un gros trou de la part de l'éditeur que vient combler un éditeur tiers. Donc on se dit: «Putain, c'est bizarre quand même, quoi». Deuxième révélation Blood Angel, un nouveau capitaine et un nouveau prêtre sanguinien. Alors là, on rejoint quelque chose de bien plus old school en termes de pose, en termes de look, mais par contre, c'est très bon. Vraiment, les armures sont très belles, les poses sont très cool, les visages aussi. Là, pour moi, c'est un sans faute. Ce sont deux très belles figurines. Et naturellement, on en vient à ce qui est le drame de ma vie, la révélation du nouveau Sanguinor et des nouveaux gardes sanguiniens. Bon, là, je mets ma main à couper que celui qui a sévi sur ces nouveautés est le même petit trublion de l'équipe de sculpture qui a sévi sur le capitaine Custodes et sur le fameux inquisiteur Koteaz. Car de tout point de vue, on retrouve les mêmes énormes problèmes sur cette nouvelle gamme. Vraiment, les problèmes sont les mêmes. Les proportions sont moches, les figurines sont balourdes, elles sont épaisses. Le look global rappelle quand même furieusement les Stormcast, mais les Stormcast périmés, hein, ceux de la V1. On aurait aimé que ça ressemble à du Stormcast V4, à vrai dire. À vrai dire. Là, non, ça ressemble au vieux Stormcast tout pourri. Les poses manquent cruellement de dynamisme et lorsqu'elles se veulent dynamiques, eh bien, ça ne fonctionne pas très bien. Et d'autre part, quelques fautes de goût assez évidentes. J'ai failli vraiment faire un AVC lorsque j'ai vu le visage d'orang-outan du Sanguinor. Il n'y a pas à tortiller, le mec a un visage de singe. Voilà, la mâchoire, la pose, cette espèce de faciès, le mec a une tête d'orang-outan, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, vraiment. Pourquoi vous lui avez mis une tête de singe? Putain, mais c'est... Waouh! Waouh! Le sanguineur avec une tête de macaque, mais putain, pour qui me prenez-vous, nom de Dieu? Bref, donc là, d'office, j'ai failli faire un malaise. Et d'autre part, la garde sanguinienne, elle confirme les rumeurs assez inquiétantes qui avaient eu lieu jusqu'alors. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'elle. Alors, je veux dire, explain this bullshit, quoi. Vous êtes censé faire des figurines d'anges, vous leur enlevez les ailes. Vous avez décroché les ailes de mes anges. Oh, mais non, mais vous aviez tellement pas le droit. En termes de cohérence, honnêtement, c'est comme si j'enlevais les cornes d'un buveur de sang. C'est comme si j'enlevais le gros bec d'un duc du changement. C'est complètement, mais illégitime de faire ça. Comment osez-vous? Comment osez-vous arracher les ailes de mes anges? Oh, c'est d'une cruauté infinie, vraiment. En fait, ça aurait pu passer si le reste des figurines était belle. Donc une garde sanguinienne, on l'imagine comment? On l'imagine fière, élancée, qui prend beaucoup de hauteur, avec des ailes, mais bon, passons. Avec une armure finement ouvragée. Mais non, là, rien ne fonctionne, rien ne fonctionne. Ils sont balourds, ils flottent à 5 centimètres du sol, ils ont une armure Stormcast V1 dégueulasse, et ils ont des casques, mais qu'est-ce que c'est que ces casques? Qu'est-ce que c'est que ces casques? Vraiment, on dirait presque des casques de Xeno. Enfin, il y a vraiment un truc qui va pas. On dirait vraiment des Stormcast ratés.
les poses sont moches, la bannière, elle tient sur un cure-dent, c'est une espèce de fanion. Putain, mais elle est où la bannière du grand ange? Mais pour qui me prenez-vous? Pourquoi m'insultez-vous? Alors, putain, c'est vraiment, évidemment, le sculpteur nul, il a fallu qu'il s'occupe de cette unité-là. Donc là, il y a de quoi jalouser les quelques nouveautés d'Archangel auxquelles les joueurs impardonnés ont eu droit, hein. Moi, maintenant, je les regarde avec jalousie, parce que le peu de nouveautés qu'il y a eu, c'était complètement dans le ton, hein, dans le ton global du chapitre. Ici, cette garde sanguinienne, c'est simple, elle rate tout, quoi. Tout ce qui est iconique dans la garde sanguinienne, c'est fait la malle. Il n'y a rien, ces figurines ne dégagent rien. Déjà, en termes de fluff, c'est assez étrange parce que dans l'article de Warhammer Community, les mecs, finalement, nous disent oui, cette garde sanguinienne n'utilise que des armures antiques datant de l'hérésie d'Horus. Et c'est vrai qu'en termes de lore, c'est connu que la garde sanguinienne n'utilise que des armures ayant 10 000 ans au compteur. Bah là, en fait, leur armure, c'est des MKX. C'est des MKX, c'est-à-dire les mêmes armures que les Intercessors, mais ouvragées de manière, et à vrai dire, de manière ratée, hein. Regardez ces jambes, elles sont dégueulasses. Euh, Bref, là, c'est vraiment d'une cruauté infinie. Et à vrai dire, donc tu peux te dire, ok, je vais quand même les prendre, on va essayer d'en faire autre chose. Mais en vrai, même en leur mettant des ailes, même en leur mettant des épaulières plus ouvragées, des armes un peu plus impressionnantes, franchement, j'ai du mal à imaginer ces figurines-là faire une belle garde sanguinienne. En plus, voilà, la petite quenelle, c'est que maintenant, ils sont vendus par 3. Moi, évidemment, à l'époque, j'avais converti les miens sur base de Stormcast pour en faire une unité de 5. Et ben, cette unité de 5, je ne peux même plus la jouer. Ah, les bâtards! Bref, maintenant, c'est vendu sous format de 3. Et donc là, bah, on peut s'imaginer le kit à l'unité qui va flirter avec les 50 balles. Bah putain, 50 balles pour 3 figurines comme ça. Oh, je suis pas sûr, franchement, de franchir le pas. Du coup, j'ai réfléchi, je fais ok, est-ce que je peux récupérer un peu ce ratage pour en faire quelque chose de stylé? Pourquoi pas, après tout, voilà, les peindre en rouge pour en faire des vétérans. Cette armure un peu plus massive, dès lors qu'on lui met une grosse paire de griffes éclairs, qu'on retravaille un peu la pose, bah voilà, on peut s'imaginer, on peut se prendre à fantasmer quelque chose de quand même plus couillu. Mais à vrai dire, ouah, c'est tellement cruel. Surtout, en fait, quand tu viens d'assembler, par exemple, les nouveaux Retributors Stormcast qu'il y avait dans la boîte Scaventide. Là, on se dit, putain, mais là, ok, c'est des anges. Les mecs, ils sont fins, ils sont élancés, ils sont à plusieurs mètres du sol. Leurs ailes font un véritable mouvement, en fait, un mouvement de flux d'air, quelque part, tu vois, qui les porte, qui leur permettent de te donner l'impression de fondre sur une proie. Là, la nouvelle garde sanguinienne, elle fonce sur rien du tout. Enfin, les mecs, ils sont en train de jumper sur un petit caillou, ils ont les jambes lourdes. Ah putain, c'est la cata. Voilà. Ben, je me suis auto-déprimé, les mecs. Je me suis auto-déprimé. Je ne sais même plus comment continuer cette émission. Bref, je râle beaucoup, à vrai dire, mais je râle beaucoup. Mais bon, pour cette garde sanguinienne, c'est quand même chaud. Je connais pas grand monde qui ait apprécié, honnêtement. C'est assez unanime hein, de la part de la communauté. Tout est moche, quoi. Le sanguinor, il a une tête de singe, mais ça, putain, mais quel blasphème! Mais comment oses-tu mettre une tête de... Oh là là, mais quel trou du cul, quoi! Mais c'est pas possible! Donc Astorat, il sort du musée Grévin et il s'est luxé l'épaule. Le sanguinor, il s'est échappé du zoo de Beauval. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à vrai dire, donc ok, ça me tombe dessus, ça tombe sur ma faction de cœur, bah, c'est pas de bol, hein, c'est pas de bol tout simplement. Mais on va noter quand même une tendance générale dans ce Warhammer 40 000 V10 à nous offrir du moche, quoi. Et ça, alors déjà, si les joueurs ont pu avoir tendance à prendre leurs jambes au cou par rapport à Warhammer 40 000 concernant les règles, si en plus de ça, les gammes de figurines sont ratées, là, ça sent vraiment très mauvais et à vrai dire donc moi, je veux dire, c'est pas ça qui va me décourager. Si je veux faire une nouvelle garde sanguinienne
absolument stylée, je n'aurais aucun mal à la faire et à vrai dire, je suis en train de cogiter pas mal sur l'usage de ces nouveaux Retributors Stormcast avec des grandes ailes. Quelque part, c'est le boulot que j'ai fait il y a 3 ans avec l'ancienne gamme Stormcast. Pourquoi ne pas remettre le couvert en actualisant tout ça? Voilà, ça me trotte dans la tête. Pour l'instant, à vrai dire, j'ai autre chose à faire, mais pourquoi pas? Donc moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. OK, c'est moche, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. OK, votre boîte Compagnie de la Mort, elle pue du cul, mais bah, je vais la stuffer, je vais la kit-bâcher comme un gros sale. Bref, quand on a l'amour de la figurine, ce n'est pas 2 ou 3 sorties pourries qui vont nous faire flancher. Mais au demeurant, on peut quand même noter cette tendance à faire du pas beau, en termes de figurines et malheureusement à faire du pas beau en termes de codex. Donc là, j'attends naturellement le codex Blood Angel, mais j'ai bel et bien peur qu'il ne vienne rejoindre les rangs des codex un peu décevants comme le Mechanicus, le Custo, le Dark Angel et même, à vrai dire, dans des moindres mesures, moi je trouve que les codex Tau ou Sœurs de Bataille bah, ne cassent pas des briques, hein. Pour des factions aussi emblématiques que les Sœurs de Bataille, par exemple, 4 détachements, à mon sens, c'est bien trop peu. Finalement, il y a des choses qui se sont faites là mal, quoi. Lorsque vous jouiez à l'époque Sueur d'Argent, Bloody Rose, etc., ou Notre-Dame des Martyrs, il me semble que c'est ça le nom, vous aviez à chaque fois les règles qui allaient avec. Là, maintenant, dans 7v10, ce n'est plus forcément le cas. Par exemple, les différents hosts Custodes n'existent plus. Il y a également des factions taux emblématiques qui ne peuvent plus s'incarner sur les tables de jeu, et y compris, on va dire, dans les codex très gâtés, comme celui des orques, par exemple. Si vous jouiez à l'époque Death Skulls, eh bien, il n'y a pas vraiment maintenant de détachement qui illustre votre capacité en tant qu'orque à avoir de la chance et à être tatoué en bleu. Bref, on note quand même une saveur à la baisse. La mécanique de règles en elle-même, à mon sens, n'a jamais été aussi bonne, mais tout ce qui touche à la personnalisation est en train de se faire la malle. Et à vrai dire, la personnalisation aussi bien du côté des règles que du côté des figurines. Il y a une espèce quand même de volonté de vouloir lisser le tout. Mais eh bien, lorsque vous vous mettez à lisser la garde sanguinienne, là, les gars, vous vous mettez à lisser quelque chose de résolument iconique. Vous vous mettez à lisser des figurines que tout le monde attend depuis 20 ans. Donc, non, 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 non. Pour ce genre d'unité, on aurait aimé une direction artistique à la AOS, c'est-à-dire une direction artistique qui tout simplement lâche les chevaux, une direction artistique qui en fait des caisses aussi bien en termes d'ornement que de dynamisme, que tout simplement voilà de poudre aux yeux. Il faut en faire des caisses. Pour le Sanguinor, par exemple, on était en droit d'attendre une figurine exceptionnelle, un peu dans la même veine que celle des Primarques, c'est-à-dire quelque chose de massif, d'infiniment ouvragé, une figurine qui, lorsqu'on la pose sur la table, ça crée un événement. Donc là, je fais descendre du ciel un chimpanzé, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh putain! On en revient toujours ça, on en revient toujours là, on en revient toujours à cette tête d'orang-outan. Bref, finalement, une petite émission qui, je pense, vous aura plus fait rire qu'autre chose. Mais pour ma part, donc naturellement, au-delà de la déception, il y a également cette inquiétude concernant le déroulé de la V10. Les codex sans saveur côtoient néanmoins des codex très bien écrits, des figurines moches côtoient des figurines vraiment très belles, mais à vrai dire, on n'était pas habitué à cette demi-mesure de la part de l'éditeur. Jusqu'à maintenant, enfin, quand je retrace un peu l'historique de la V9, il n'y a pas eu de sortie de figurines dégueulasses. Et il y a eu des codex qui étaient toujours un peu en dessous d'autres. Mais là, certains ont véritablement perdu en saveur. C'est pas une question de être fort ou pas, c'est une question que, putain,
on peine un peu à incarner en fait l'état d'esprit de son armée dans tel ou tel détachement. Voilà, moi, idem, quand je joue Ravengard, donc je trouve les règles V10 très très cool, mais j'ai perdu en saveur par rapport à la V9, on ne va pas se mentir. Il y a des trucs que j'ai perdus. Par exemple, pouvoir jouer dans ma phase de déploiement, ça, je l'ai perdu. Pouvoir saboter des objectifs, tendre des pièges, etc., je l'ai perdu. Il y a des petites exceptions, des petites règles très spécifiques que l'on a perdues au profit d'une mécanique de jeu plus fluide. Mais ça commence à aller peut-être un petit peu trop loin. Je pense que Game Workshop a un peu la tête dans les règles, euh, un peu trop inspiré finalement par le compétitif, je pense. Je pense que la raison principale de tout ça, de ce manque un peu de personnalisation qu'on retrouve à droite, à gauche, je pense que l'éditeur se fait quand même pas mal influencer par la mécanique de règles qui est celle du jeu à haut niveau. C'est assez regrettable. Donc en l'état actuel, le jeu reste très bon. Voilà, hein, moi je critique pas au-delà de ça. Il y a toujours des petits sacrifices à faire pour mettre en place un système de jeu qui marche bien. Par contre, du côté des figurines moches, waouh, prudence, Game Workshop, parce que les règles, ok, des gens peuvent en avoir marre, mais si vous persistez dans cette voie à nous, finalement, à nous enculer de l'iconique comme vous venez de le faire, comme vous venez de violer l'inquisiteur côté As, comme vous venez de violer le Sanguinor, putain, ça va pas le faire, hein. Là, il y aura vraiment des gens furax, et je pense que voilà, il y aura du rage quit, hein, si vous persistez dans cette voie. Donc la V10 est très loin d'être finie, on aura encore beaucoup de choses à se mettre sous la dent, dont par exemple, je pense, ce qui sera une des plus grosses sorties, ce sera les Emperor Children. Mais bon, si le mec se met à nous faire des Stormcast V1 avec des têtes de singe, ça ça va pas le faire du tout. Bref, allez, je m'arrête là. Cette émission n'a aucun sens. Elle m'a permis tout simplement de canaliser un peu mes émotions négatives. C'était un petit défouloir. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu. J'arrête de râler, c'est promis. Bon, néanmoins, il a fallu que je me remette un peu de ce choc, hein, un peu de ce choc d'ange à tête de singe. Ça a été une journée difficile, hein, hier, entre la canicule et les nouveautés Blood Angel. Putain, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Néanmoins, j'ai peint et j'ai beaucoup peint. Et n'est-ce pas là tout l'important? Les mecs, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, promis, je ne râlerai plus. Et on va garder toutes nos émotions positives pour la suite. Arrêtons de râler, acceptons que certaines choses ne soient pas forcément à la hauteur, néanmoins n'acceptons pas des anges à tête de singe. Et putain, Game Workshop, mais virez-moi ce sculpteur qui fout le sbeul dans nos légendes. Il faut le virer, ce mec. D'ailleurs, petite parenthèse, mais mettez-vous à la place de ce sculpteur. T'imagines, le mec il bosse pour Game Workshop, il travaille sur l'Inquisiteur côté Az. Ouais, cool, on m'a confié une légende et tout. Oh là là, mais le gars, il a dû faire une semaine de nuit blanche lorsqu'a été révélée cette nouvelle figurine. C'est pas possible, quoi. Le mec, il a dû passer une sale semaine, quoi. Il a dû passer vraiment une sale semaine. Ah oui, et d'autant plus que j'ai complètement oublié de parler des agents de l'Imperium. Bah, allez, pour conclure l'émission, allons là-dessus. Les agents de l'Imperium, bah pareil, c'est pas bon, quoi. Ce n'est pas bon. Le codex est assez décevant. Donc là, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est volontairement, je pense, taillé pour le narratif. Je pense que Game Workshop a voulu faire une espèce d'hommage finalement à ces vieux codex tels que nous les avons connus à l'époque, chasseurs de sorcières, etc. Mais en vérité, c'est pas très bon, quoi. C'est pas très bon. Les détachements manquent cruellement de saveur. Les datasheets, elles ne cassent vraiment pas des briques. Voilà, prenons l'exemple, par exemple, de la suite inquisitoriale. Bah, cette suite inquisitoriale, les mecs ne savent rien faire. Ça ne tire pas, ça fait pas de cac. Pour faire des missions, bof. On sait pas trop quoi en faire, en fait, de cette unité, quoi. Donc, moi, je suis néanmoins très content de ces sorties parce qu'elles vont me permettre de jouer des alliés. Et je m'imagine bien, par exemple, intégrer des sœurs de bataille ou, comme je suis en train d'en peindre, des arbites, hein, à mes factions existantes. Mais le codex en tant que tel, donc pour celui qui souhaite se construire une armée entière d'agents inquisitoriaux,
Bah, j'ai envie de dire bonne chance parce que je vois pas de trucs, moi tout simplement là-dedans, moi, pour moi, c'est vraiment un codex d'alliés, hein. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Les détachements pour moi sont, ils sont ennuyeux tout simplement. Bref, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi, mais cet agent de l'Imperium, en tant que sortie codex, vient rejoindre un peu les rangs grossissants des sorties sans saveur. Donc je n'ai pas eu le bouquin sous les yeux, hein, j'espère que du côté du lore, ce sera intéressant. J'ai juste eu voilà les petits PDF des différents détachements à me mettre sous la main. Franchement, j'ai lu le truc en diagonale, ça m'a paru ennuyeux comme tout, assez peu utilisable et en vrai, y compris pour des scénarios un peu narratifs, bah, c'est juste que ces unités, on voit pas trop quoi en faire, quoi. Ça sait pas faire grand-chose. Donc, pour les amoureux des armées thématiques, je pense que ce sera une très bonne pioche, mais en termes de règles pures, les mecs, ils se sont pas foulés, quoi. Bon, allez, cette fois, c'est promis, j'arrête. Je vous dis à très bientôt. On arrêtera de râler. Bah, à vrai dire, si Game Workshop fait le boulot, hein. Parce que là, ces derniers temps, c'est un peu l'inquiétude qui est de mise. Donc, j'espère me tromper. On va quand même attendre patiemment le Codex Blood Angel. J'espère qu'il sera à la hauteur, mais parti comme c'est, je n'attends pas clairement quelque chose d'excellent. Je pense que ce sera un peu timide et avec des figurines de chimpanzés volants. Ok les gars, j'arrête là, c'est promis. Je vous dis à plus tard sur Rural Hammer pour plein de nouvelles émissions estivales. Le planning d'émissions en duo se remplit à ras-bord. Vous en aurez pour votre argent, même si c'est gratuit. À plus tard les mecs, bonne peinture, bonne lecture, portez-vous bien.